Depuis des jours, une vague d'attaques xénophobes déferle en Afrique du Sud. Les étrangers sont accusés de voler le travail des Sud-Africains. Et déjà, face aux violences, des ressortissants du Nigeria, du Zimbabwe et du Mozambique rentrent chez eux. Afrique du Sud, un nouvel apartheid, c'est la question de la semaine de votre rubrique On en parle. Et pour y répondre, Ousmane Diaye, rédacteur en chef TV5 Monde, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors on a eu pas mal de réactions sur ce thème. On va commencer par la première, celle de Kouadio, qui nous écrit: quand l'on parle de xénophobie contre les étrangers en Afrique du Sud, je pense que le terme est mal utilisé. C'est la xénophobie contre les Noirs africains dont il s'agit. Qu'est-ce que vous lui répondez? Non, c'est pas vrai, c'est faux, parce que dans cette vague de violence, il faut noter, même s'ils ne sont pas majoritaires, il y a eu la communauté indienne qui a été touchée, il y a eu des boutiques de commerçants indiens qui ont été dévalisées. Même si l'essentiel des victimes restent des victimes d'Afrique subsaharienne, il faut savoir que la plus grande communauté d'immigrés africains en Afrique du Sud, c'est les Zimbabwéens, les Mozambiquais, parce que historiquement, ils sont autour. Et c'est des pays proches, voisins. Arrive le Congo, qui est une grande communauté, puis les Nigérians. Alors, c'est très compliqué, hein, parce que c'est pas la première vague de violence, c'est pas la plus... c'est pas celle qui a eu le plus de conséquences. Il faut juste rappeler, question de contexte, qu'en 2008, il y a eu déjà une vague de violences xénophobes dirigée en majorité contre les immigrés africains, Afrique subsaharienne, qui avait fait soixantaine de morts. Il n'y a pas encore eu de morts. En 2014, il y a encore une vague de violence, et la dernière, c'était en 2017. L'Afrique du Sud, et je trouve qu'il y a un terme utilisé par l'un des plus grands politologue sud-africain, William Gumede, qui a fait un livre célèbre en Afrique du Sud, Restless Nation. Il appelle l'Afrique du Sud la nation agitée, parce que l'Afrique du Sud connaît depuis la fin de l'apartheid des cycles d'émeutes urbains, dans les townships essentiellement, et des cycles depuis 2007-2008, des cycles d'émeutes xénophobes qui visent les étrangers. Alors, nouvelle réaction, celle d'Ali qui nous écrit depuis Bamako. Ce comportement dénote la faillite d'un système qui n'a pas su occuper cette grande masse laborieuse et au contraire a contribué à l'appauvrissement et à la prolifération des ghettos. Qu'est-ce qu'on peut y répondre? Enfin, le grand rêve qu'a porté Mandela de libération des peuples noirs d'Afrique du Sud, c'est-à-dire la fin des ghettos, la fin du Bantoustan, la fin des townships, est un échec total de ce point de vue. La trajectoire démocratique sud-africaine est en difficulté, est en impasse, parce que autant du point de vue, du point de vue moral, l'Afrique du Sud a fait un saut immense, parce qu'on a arrêté, l'Afrique du Sud est sortie d'un système de discrimination idéologisé qui était statufié, si on peut dire, par l'État. Mais l'Afrique du Sud fait face à une autre type de discrimination, qu'on peut appeler une sorte d'apartheid, qui est sociale. C'est-à-dire aujourd'hui, les Noirs, la plupart des Noirs, en tout cas dans les ghettos, sont devenus plus pauvres que sous l'apartheid, ce qui crée un paradoxe. L'Afrique du Sud est un des pays les plus inégalitaires au monde. Certes, il y a eu l'émergence d'une classe moyenne noire, avec la loi, ce qu'on a appelé la loi des discriminations positives, qui permettait aux Noirs de se rattraper économiquement. Mais cette forme de loi a une sorte de distorsion, c'est-à-dire c'est les élites, y compris les élites proches de l'ANC, les élites noires, qui ont essentiellement profité de cette manne économique. Et d'ailleurs, il y a un terme en Afrique du Sud, on les appelle les Black Diamonds. C'est-à-dire ces blacks-là riches qui ont choisi, eux, de s'extraire du ghetto, de se déterritorialiser et d'aller habiter ailleurs que dans les zones qui concentrent les émeutes, qui concentrent tous ces mouvements de violence. Alors, on va regarder un autre commentaire, celui de Sandy, qui nous écrit: les coupables sont 1, l'ANC, incapable de faire la redistribution équitable des richesses, 2, la bourgeoisie blanche, 3, la bourgeoisie noire profitant du système. Non, c'est au-delà de ça. En fait, c'est un échec collectif. C'est-à-dire, pour moi, il y a au moins un double échec. Les pays Congo, Zimbabwe, enfin les pays pourvoyeurs de migrants, c'est les Zimbabwéens, les Congolais, les Nigérians fuient leur pays parce qu'il y a un échec là-bas, parce qu'ils ne peuvent plus trouver
un destin ou une sorte d'issue acceptable. Donc c'est d'abord un échec qui touche au-delà de l'Afrique du Sud. Maintenant, il y a un échec interne endogène à l'Afrique du Sud. Bien sûr que l'Afrique du Sud, contrairement au slogan, n'a jamais pu construire une nation égalitaire, n'a jamais pu sortir quelque part de l'héritage de l'apartheid. Et c'est d'autant plus incroyable que il y a une génération de Sud-Africains, hein, les jeunes qu'on voit dans les townships, qu'on voit souvent dans les images en train de piller des trucs, c'est des jeunes, enfin on les appelle les born free, les nés libres, qui n'ont pas connu l'apartheid, qui ont un rapport différent à la ségrégation. La seule ségrégation qu'ils ont connue, c'est la ségrégation économique, la ségrégation territoriale, ou enfin l'exclusion dans leur propre nation. Alors, est-ce que finalement les violences qu'on a vues ces derniers jours, est-ce qu'elles ne remettent pas finalement en cause la responsabilité des différents chefs d'État sud-africains qui se sont succédés au pouvoir? Bien sûr, et même au-delà, enfin ça dépend de quel niveau. De toute façon, je pense que malgré ce qu'on a appelé l'étoile Mandela, qui a quand même pendant longtemps été une sorte de conscience morale qui a empêché dans les premières années de l'apartheid une sorte d'explosion totale. Je pense que la fin, en tout cas la fin du pouvoir Mandela et les luttes internes assez violentes au sein de l'ANC ont aggravé la situation. Il y a évidemment une crise de gouvernance et c'est d'autant plus complexe que cette crise de gouvernance que l'espace politique sud-africain est assez particulier. L'ANC, depuis étant le parti libérateur, l'ANC gagne les élections. C'est couru d'avance. Pendant longtemps, pendant presque 15 ans, l'ANC n'a pas eu d'opposition. C'est-à-dire le candidat de l'ANC, qui réussissait à avoir l'investiture de l'ANC, était de fait président de la République. Donc en fait, l'élection présidentielle n'était qu'une sorte d'instance de légitimation. Et la vraie élection présidentielle pendant longtemps en Afrique du Sud, c'était le fameux congrès de l'ANC. Aujourd'hui, l'ANC a une majorité toujours confortable, bizarrement, parce que le vote en Afrique du Sud, il est un vote assez particulier du fait de la trajectoire de la nation sud-africaine. Alors, autre réaction, celle de Mahamat qui nous écrit depuis N'Djamena. L'Union africaine doit exclure ne serait-ce que momentanément l'Afrique du Sud de l'organisation. L'Union africaine ne peut pas exclure l'Afrique du Sud. Je pense que ce n'est pas une solution. Il faut noter quand même, pour avoir une perspective africaine plus large, ce type d'événement où des communautés étrangères africaines sont exclues dans d'autres pays n'est pas propre à l'Afrique du Sud. On a connu en 89 une vague de violence contre les Mauritaniens au Sénégal, vice-versa. On a connu des tensions, les Burkinabés en Côte d'Ivoire. Donc voilà, je pense que c'est plus compliqué que ça et que au fond, ce n'est pas une question d'exclusion de l'Union africaine qui va régler ça. La vraie question, c'est apporter des solutions à tous ces migrants-là qui sont obligés de fuir leur pays pour aspirer à l'école, l'éducation, la santé. Il est là le vrai problème. Si l'Union africaine doit régler des problèmes, ce sont ces problèmes-là qu'il faut régler. Autre réaction, celle de Serge qui nous écrit « Les Sud-Africains oublient comment tous les grands États africains les ont soutenus dans la lutte contre l'apartheid ». Et Bakore Dembélé nous écrit également « Toutes ces années de lutte et de souffrance de Madiba ne sont-elles pas réduites à néant ?» Enfin, est-ce que l'Afrique du Sud oublie? Je le disais tout à l'heure, faut voir que l'Afrique du Sud est une nation jeune. Et aujourd'hui, on a quand même une bonne partie, une bonne majorité, une bonne partie de la jeunesse qui n'a pas connu, qui n'a pas eu en contact direct avec l'apartheid, qui n'a pas intériorisé ces années de lutte et de solidarité. Aussi, l'autre volet, c'est que, et qu'il faut comprendre, hein, je pense que les cadres historiques qui sont au pouvoir au sein de l'ANC savent évidemment le poids du soutien panafricain pour libérer le peuple sud-africain des griffes de l'apartheid. Mais aujourd'hui, on est en face d'un réalisme politique très cynique au sein de l'ANC. L'ANC n'est plus ce parti panafricain qu'il a été. Je pense que la question du panafricanisme est un peu reléguée au second plan et n'est plus le centre, le cœur idéologique de l'ANC. Et pourtant, ça l'a été, parce qu'au sein de l'ANC, il est vrai que beaucoup d'Africains se sont engagés, des non-sud-africains, pour lutter, même lutte armée, contre le pouvoir raciste de l'apartheid. Alors, dernière réaction, je vous laisse répondre rapidement. Ahmed nous dit ce n'est pas un nouvel apartheid, mais une nouvelle dynamique d'une société en plein changement, assoiffée de justice sociale.
Oui, c'est vrai. En fait, la vraie question aujourd'hui, et je pense que l'un appelle l'autre, l'Afrique du Sud n'arrive pas à dépasser la question des inégalités. Et tant que la question des inégalités n'est pas dépassée par l'Afrique du Sud, qui est un pays, c'est vrai, en mutation, la question de la xénophobie, la question de la ségrégation ne sera pas réglée, ne sera pas dépassée. Ousmane Diaye, rédacteur en chef TV5 Monde, merci beaucoup. Merci.